Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Chers étudiants, nous continuons avec la dernière partie concernant cette série de dynamique des structures. On est arrivé donc à la conception et le calcul parasismique. On a commencé par la première méthode, qui est la méthode la plus utilisée dans les règlements parasismiques. Il s'agit de la méthode statique linéaire équivalente. Et puis, on va voir dans cette dernière série je pense, 7 ou 8 chapitres, sur ce qu'on appelle les méthodes statiques non linéaires équivalentes. C'est la tendance actuelle dans les règlements parasismiques d'une façon générale. Donc, on va vers la partie non linéaire qui est statique équivalente et qui est basée beaucoup plus sur ce qu'on appelle la méthode pushover. Donc, la méthode pushover qui est actuellement la clé de toute la méthode statique non linéaire équivalente. Donc, elle va être utilisée partout pour avoir une idée sur les différentes méthodes développées à partir du pushover. Donc, on va voir, comme j'ai dit, quelques chapitres sur cette partie-là, cette partie-là. Donc, on commencera par définir et donner toutes les étapes de la méthode pushover pour avoir une idée sur l'importance de cette méthode. Puis, on va essayer de voir les différentes méthodes de calcul parasismique équivalent, statique équivalent, basées sur la méthode pushover. Donc, on commencera par la méthode du spectre de capacité, qui utilise beaucoup plus un spectre de réponse avec une courbe de capacité pour calculer donc ce qu'on appelle la performance d'une structure. Donc, cette méthode est utilisée dans les règlements donc, américains ATC 40 ou bien FIMA 440. On va voir aussi donc la méthode de calcul des coefficients de déplacement basée sur une formulation où on calcule directement le déplacement inélastique, si vous voulez, en utilisant des facteurs de correction pour tenir compte de cette inélasticité. Donc, c'est un deuxième type de méthode basée sur la méthode pushover. Cette méthode est donc dans les règlements FIMA 273-256 et sa modification FIMA 440. Autre méthode, donc c'est la méthode non linéaire response history analysis. Donc, c'est la méthode d'analyse temporelle non linéaire pour un système à un seul degré de liberté équivalent. On va voir comment passer d'un système à plusieurs degrés de liberté à un système à plusieurs degrés de liberté inélastique, où on puisse calculer donc le déplacement inélastique par la méthode temporelle. En chapitre 23, on va voir la méthode N2 et ses variantes. Cette méthode est beaucoup plus utilisée dans l'Eurocode 8. C'est une méthode donc, qui est essentielle pour les systèmes inélastiques statiques équivalents, si vous voulez. Et puis, donc, on va avoir d'autres méthodes qui sont basées maintenant sur, au lieu d'utilisation d'un seul mode de vibration, on va voir l'utilisation de plusieurs modes dans le cas des méthodes statiques non linéaires équivalentes. Donc, on va voir d'abord la méthode, si vous voulez, temporelle de la réponse modale non couplée, où on essaye de découpler les modes ou bien les effets des modes, si vous voulez, pour les systèmes inélastiques. Et on va voir l'analyse pushover modale et ses variantes, qui est une analyse qui repose sur, comme j'ai dit, l'utilisation de plusieurs modes. Si on aura le temps, donc on terminera avec ce qu'on appelle l'analyse pushover consécutive. Et puis, la dernière découverte, c'est l'analyse pushover adaptative, où on essaie de voir quelle est l'influence de la variation du chargement latéral appliqué dans la courbe de Kirchhoff. Voilà, donc c'est une série de chapitres qu'on va essayer de les voir ensemble et de comprendre un petit peu où va maintenant la recherche concernant le calcul et la construction parasismique vers cette méthode statique non linéaire équivalente. Donc, revenons à la méthode maintenant Pushover. On va lui donner tout un chapitre pour comprendre ce que c'est cette méthode-là. Je répète, c'est la base de toutes les méthodes statiques non linéaires équivalentes. C'est très important, cette méthode-là qui a donné un grand ouf, si vous voulez, pour les concepteurs et les calculs donc parasismiques. Donc, bien sûr, c'est une méthode approchée, puisqu'on passe du dynamique au statique.
Elle permet donc l'estimation de la performance sismique inélastique. Donc, on va tenir compte de l'inélasticité dans la procédure de calcul elle-même. Et donc, si vous voulez, on va un petit peu oublier ce facteur de comportement qu'on a l'habitude de le prendre dans les méthodes statiques linéaires pour tenir compte de l'inélasticité. Donc, on ne va plus parler de ce facteur R, mais on va quand même faire de l'analyse inélastique, mais dans un cas statique équivalent. Donc, c'est une méthode qui est très pratique et elle était développée au début pour la réhabilitation des constructions. C'est par la suite donc qu'on essaie de l'introduire dans les codes de calcul et de conception parasismique. Et puis, donc, c'est une méthode, comme j'ai dit, elle tient compte dans la procédure elle-même de l'effet inélastique, c'est-à-dire elle va suivre un petit peu la formation des classifications un peu partout, ce qu'on appelle les rotures plastiques, jusqu'à la ruine de la structure. Donc, comme son nom l'indique, c'est une méthode push-over. Donc, on va pousser la structure avec un chargement. Donc, si j'ai une structure comme ça, donc je vais la charger ici, donc latéralement, et je vais la pousser par un chargement latéral que j'augmente au fur et à mesure pour calculer un déplacement ici, et je vais arrêter jusqu'à ce que un déplacement maximal soit atteint. Donc, bien sûr, au fur et à mesure que je charge, il va y avoir donc des plastifications un peu partout. Donc, ce qu'on appelle les rotules plastiques qui vont se développer un peu partout jusqu'à la ruine de la structure. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce déplacement qui va atteindre sa valeur maximale avant la ruine. Donc, c'est une méthode qui est, bien sûr, une analyse non linéaire qui a été recommandée sur ce qu'on appelle la performance, la conception sismique basée sur la performance based sismique, elle a été utilisée donc dans la première génération de ce type de conception. Donc là, c'est une procédure statique et non linéaire, d'accord? Dans laquelle donc la structure est soumise à des charges latérales qu'on augmente au fur et à mesure jusqu'à la ruine. Donc là, l'idée, c'est que je vais pousser ma structure jusqu'à la ruine. Et bien sûr, il y a des étapes intermédiaires d'apparition donc de rotures plastiques au fur et à mesure. Donc, c'est à peu près ça, donc schématiquement. Donc, j'avais une structure 3D, si vous voulez, à plusieurs degrés de liberté, soumise donc à une excitation du support. Donc, si je veux vraiment calculer cette structure, et je calcule la réponse dynamique de cette structure, je vais passer par les méthodes, comme j'ai dit, temporelles, mathématiques et théoriques, exactes, comme on a vu dans un des chapitres, donc je pense le chapitre 14 ou 15. Donc là, c'est vraiment le calcul exact. Or, comme j'ai dit, ce calcul nécessite donc toute une complexité pour résoudre ce type de problème, que ce soit par les méthodes pas à pas ou bien par les méthodes itératives, donc linéaire, si vous voulez, de ces méthodes-là. Et donc, pour éviter cette complexité, bien sûr, en tant qu'ingénieur, on n'a pas à résoudre à chaque fois donc, les modèles mathématiques de façon exacte. On passe par des simplifications et des méthodes approchées pour qu'on puisse donc aller, surtout lorsque les structures sont vraiment de conception simple, où il y a donc une régularité, des symétries quelque part, et ainsi de suite. Donc, surtout pour ce type de structure, parce que la méthode push-over a été développée pour ce type de structure, ce qu'on appelle les structures poutre-poteau à étages multiples. Donc là, je passe par une méthode approchée. Donc, je vais charger la même structure par une charge latérale quelconque. Donc, on discutera sur le type de ce chargement de façon monotonique. Et je vais à chaque fois donc calculer ce déplacement au sommet du point celui-là qu'on appelle le point cible. Donc, c'est un point qui nous intéresse de près parce qu'on doit chercher donc son comportement durant le changement monotonique de cette structure. On obtiendra donc un graphe de ce type, ce qu'on appelle un graphe effort tranchant à la base et déplacement au sommet ou bien au nœud de contrôle. Et donc, vous voyez que, bien sûr, le comportement est un comportement non linéaire de façon générale. Donc, c'est ça le but. Donc, je vais transformer par push-over, donc je pousse, je transforme donc tout le comportement-là de ce type. Donc, ça, c'est valable pour le système à plusieurs degrés de liberté. Donc, c'est une courbe qui représente un petit peu le système à plusieurs degrés de liberté, effort tranchant à la base et déplacement au sol. Donc, c'est ça l'équivalence entre la partie dynamique, si vous voulez,
et la partie statique équivalente. Donc, c'est ça ce qui nous intéresse. Donc, là, une idée sur la courbe de cette courbe de capacité. Donc, on peut la représenter de plusieurs façons. Donc, on a deux types de structures. Une structure dont la ductilité est vraiment faible et une structure dont la ductilité est vraiment importante. Donc, vous voyez que déjà, la notion de ductilité est importante pour que cette méthode puisse avoir une importance dans les calculs. Donc, on passe d'une structure, par exemple, qui est très peu endommagée au début, d'accord, et qui est stable. Elle commence à avoir des endommagements donc mineurs, niveau 2, et puis donc avoir des endommagements un peu avancés où la stabilité sera maintenant en danger jusqu'à donc la ruine où il n'y a plus de capacité et la résistance est nulle de cette structure-là, c'est la ruine et l'effondrement. Donc ça, c'est des classifications qui se font à partir donc de la lecture de cette courbe, si vous voulez, faut tranchant la base, déplacement au sommet. Donc, quel est l'objectif de l'analyse push-over? C'est simple. L'objectif de l'analyse push-over, c'est de pouvoir décrire le comportement de la structure en utilisant une analyse statique non linéaire. Et puis, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est d'évaluer les différents paramètres, que ce soit force de déplacement et les sollicitations dans les éléments de structure. Elle fournit plusieurs informations, surtout sur, si vous voulez, l'évolution de la classification au niveau de la structure, c'est-à-dire l'évolution des rotures plastiques au niveau de la structure. Bien sûr, plus il y a apparition de rotures plastiques et plus il y a variation des caractéristiques, surtout de la rigidité des éléments de la structure, puis plus il y a une redistribution des efforts au niveau de la structure. C'est ça le plus important dans la méthode pushover, donc, c'est qu'elle cible les endroits où il y a une forte potentialité de plastification et puis elle peut redistribuer les efforts en fonction de l'apparition de ces rotures plastiques. Donc ça, c'est, si vous voulez, l'objectif de cette méthode. Donc, quelles sont les limites de cette méthode-là? Bien sûr, c'est une méthode qui reste une méthode approchée puisqu'on passe de l'effet dynamique réel à un effet statique équivalent. Donc ça, c'est une des méthodes. Deuxième méthode, donc, on ne va pas vraiment prendre tous les modes, si vous voulez, les modes dans la résolution. On s'intéresse beaucoup plus aux modes dominants. Et donc, si les autres modes, où il y a les modes supérieurs, ont une influence, là, la méthode devient un peu imprécise. Et puis, donc, il faut faire attention à cette notion de changement de caractéristiques, bien sûr, parce que la méthode suppose que les caractéristiques restent constantes durant le processus, alors que par classification, il peut y avoir donc un effet sur surtout la rigidité, donc de façon linéaire. Le choix de ce changement latéral donc reste un choix très important donc et il va avoir une influence sur la précision des résultats à partir du choix de la charge latérale. Autre chose donc le choix du déplacement cible donc c'est le point où on essaye de contrôler toute la réponse et puis par le mode fondamental qui reste constant pendant toute l'histoire de la réponse. Enfin, donc, la notion de 3D n'est plus prise en compte, surtout lorsque les planchers ne sont plus rigides. Et enfin, si vous voulez, surtout pour les structures très, très hautes, à plusieurs types, à plusieurs états, si vous voulez, il peut avoir donc une influence de la torsion. Et là, donc, cette méthode ne prend pas en considération ces influences-là, comme je dis. Donc, l'idée principale de la méthode pushover, c'est que, en général, on sait très bien que la ruine et l'effondrement d'une structure reposent sur l'idée d'un dépassement de déformation au lieu que ce soit un dépassement de force. Donc ça, c'est l'idée générale. Alors que si vous prenez le RPA en général, les règles parasismiques classiques en général, ils sont basés sur une limitation d'effort au lieu que ce soit une limitation de déformation ou bien de déplacement. Alors que au-delà d'une certaine force limite et d'une certaine, si vous voulez, si vous prenez le schéma de votre force de déplacement, d'accord, vous voyez que au-delà d'une certaine limite, même si la force reste constante, donc il y a quand même une ductilité qui va nous permettre d'aller plus loin dans la déformation. Donc c'est ça l'idée de la méthode pushover, c'est qu'elle est basée sur un déplacement seuil au lieu que ce soit sur une force seuil.
D'accord? Donc là, vous voyez qu'en général, on définit ces paramètres-là pour le comportement d'une structure. Donc, si vous êtes dans la méthode des forces, on suppose la période et la ductilité et on calcule le déplacement et, pardon, et le déplacement et ce qui reste donc ici. Donc, c'est si je suppose la période et la ductilité, donc je calcule le déplacement et la force, pardon, ici. Déplacement et la force. Alors que si je suis dans la méthode, pardon. Si je suis dans la méthode des forces, je calcule la période, je suppose la période de la ductilité et je détermine la force et le déplacement. Alors que si je suis dans la méthode des déplacements, je suppose le déplacement et la ductilité et je calcule la période et la force. Voilà. Donc ça, c'est la différence entre la méthode des forces et la méthode des déplacements. Alors, quelle est l'origine de la méthode pushover? Historiquement, donc, elle a été découverte par un certain monsieur Freeman, donc, et al. En 1975 qui ont essayé donc d'approcher par une approche empirique simplifiée et la performance sismique d'une série de 80 bâtiments aux États-Unis. Donc là, c'est une idée qui nous a permis de, si vous voulez, l'étude a combiné l'utilisation des méthodes analytiques avec des spectres de réponse de sites pour estimer l'effet structurel maximal, les demandes maximales de ductilité, et la période équivalente de vibration, les pourcentages d'amortissement critique équivalent et les capacités. Ça, c'est l'idée, c'est l'historique. Et puis, donc, elle a été donc utilisée par la suite parce que on s'est aperçu que finalement, on peut transformer tout ce qui est donc, si vous voulez, un système à plusieurs degrés de liberté inélastique en un système à un seul degré de liberté inélastique. Donc, c'est ça l'idée qui a encouragé les chercheurs à utiliser cette méthode pushover pour aller plus loin dans les propositions des différentes méthodes qui existent. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de passer d'un système à plusieurs degrés de liberté inélastique par une courbe pushover qu'on va la transformer, d'accord, pour arriver donc à un système à un seul degré de liberté. C'est ça l'idée donc de cette analyse pushover. Donc c'est pour ça que on va essayer de comprendre d'où vient ce système à un seul degré de liberté. Donc on revient à notre équation du mouvement. Je répète que je suis dans une transformation entre dynamique et statique. Et là, donc, je passe d'un système à plusieurs degrés de liberté à un système à un seul degré de liberté en ne s'intéressant qu'au premier mode, généralement le mode dominant. D'accord? Donc, je vais supposer que mon déplacement est une combinaison ou bien est une forme de combinaison avec le déplacement au sommet, donc x de t. Phi, ça peut être n'importe quel vecteur. On va voir donc ce type de vecteur qu'on utilise par la suite. Donc, ce n'est pas forcément le vecteur des forces, pardon, des modes de vibration, mais c'est un vecteur. Donc, on va essayer de voir son importance dans les méthodes pushover. D'accord? Donc, si je remplace, j'avais mon équation mx seconde, donc plus Cx points, d'accord, plus, si vous voulez, la force, donc la force maintenant qui est due à la rigidité, elle n'est plus linéaire. Donc, je ne peux pas écrire KU parce que je ne suis pas dans un problème linéaire. Donc, je vais donner une force Q quelconque qui est égale donc à, si vous voulez, moins mx, moins m θ x secondes. Donc, vous voyez, donc ce n'est plus un comportement linéaire, mais c'est un comportement non linéaire où maintenant j'ai une charge quelconque, pardon, j'ai une force quelconque Q qui dépend donc de la variation de la rigidité elle-même qui dépend donc du déplacement et du signe de la vitesse de ce déplacement. Ça, c'est très important. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas écrire ici un K fois E dû à cette non-linéarité. Donc, delta, bien sûr, on l'a déjà défini lorsqu'on a parlé de l'analyse spectrale, c'est le vecteur donc, qui va être utilisé pour distribuer l'accélération donc, du support sur les différents étages. Lorsque c'est donc parallèle, on prend un 1. Si c'est pas parallèle, donc si c'est perpendiculaire, c'est entre le degré de liberté et la direction de l'accélération. Donc là, je peux remplacer déjà x par phi x de t. Donc là, ça va être, ça c'est le x seconde, ça c'est le x point. D'accord? J'ai déjà remplacé. Et donc, je peux multiplier par phi transpose. On est déjà habitué à ceci. Phi transpose, et j'obtiens donc ce type d'équation
en scalaire. Donc, si vous calculez phi transpose M phi, c'est un scalaire, c'est un scalaire, c'est un, et ainsi de suite. Donc, vous obtenez une équation en scalaire. Si je pose donc x seconde est égal à cette expression-là, x seconde, x étoile, pardon, est égal à cette expression-là, je peux tirer le x seconde et le x point à partir de x, en fonction de x étoile, et je peux les remplacer ici pour obtenir donc cette équation-là avec donc en simple, ça sera donc m étoile x seconde étoile plus c étoile x point étoile plus q étoile est égal à moins m étoile x seconde j, avec les différentes valeurs des paramètres m étoile, c étoile et q étoile. Donc, vous remarquez qu'on a obtenu l'équation d'un système à un seul degré de liberté en x étoile, si vous voulez. Donc, là, ce système-là, c'est un système maintenant qu'on essaie de résoudre pour déterminer le x étoile maximum qui nous intéresse pour pouvoir... ça, c'est une équation inélastique. D'accord? Donc, il faut utiliser les méthodes de résolution inélastique ou bien non linéaire pour ce type d'équation. Donc, comment choisir ce vecteur phi? Donc, il pourra être le premier mode d'abord. C'est une proposition. C'est une des propositions. Donc, ce premier mode, on va le normaliser de telle façon à ce qu'on ait au sommet la valeur 1 et les autres sont calculés à partir de ce sommet. Donc, dans la conclusion du mode. Il peut prendre trois formes, donc soit linéaire, soit hyperbolique, soit parabolique. Donc ça, c'est un autre type de changement. D'accord? Le plus souvent, on prend donc un changement linéaire, donc c'est-à-dire un triangle de bas vers le haut. C'est le plus utilisé, si vous voulez, pour définir ce type de changement. Je rappelle, ceci me permet donc de charger, si vous voulez, de façon latérale ma structure et de façon statique équivalente. Donc là, comme j'ai une courbe push-over, donc effort tranchant à la base, xt, je l'ai calculé par push-over. Donc ça, c'est pour le système à plusieurs degrés de liberté, comme j'ai dit. D'accord? Donc, je vais transformer ce graphe-là du système à plusieurs degrés de liberté à un système à un seul degré de liberté. D'accord? Donc, parce que l'équation que j'ai obtenue en q secondes et en x secondes, c'est une équation, comme j'ai dit, d'un système à un seul degré de liberté. Donc, je vais essayer donc de définir cette équation-là pour un système à un seul degré de liberté. Donc, c'est pour ça que l'idée de cette pushover, si je veux continuer, donc l'idée de pushover, donc c'est ce que j'obtiens par pushover. Bien sûr, l'idéal, c'est que cette courbe pushover, je vais encore l'idéaliser en deux droites, si vous voulez. Donc, c'est ce qu'on appelle la courbe bilinéaire, de telle façon que je peux donc la transformer de l'effort tranchant x de t à l'équation qui m'intéresse, q étoile et x étoile. Donc, vous voyez que je vais transformer ma pushover qui est idéalisée à une courbe donc d'un système à un seul degré de liberté, donc inélastique. C'est ça ce qui m'intéresse dans le calcul. Si je calcule maintenant si je calcule mon déplacement maximal ici, donc je peux revenir à ma courbe initiale et déterminer donc les efforts, si vous voulez, dus à ce déplacement maximal. C'est ça l'idée. Donc, bien sûr, la transformation, on sait que je peux les transformer par le biais donc, de ces équations-là. Donc, elles sont connues maintenant puisque je les ai utilisées dans mes équations. Donc, je peux tirer à partir de ce graphe, ce qui m'intéresse, donc c'est le VY et c'est le XTY. Donc, d'accord. Bien sûr, les pentes sont rigidées, que ce soit dans le cas élastique ou bien dans le cas plastique, qui est donc alpha KE. Donc, je peux les tirer à partir du graphe. C'est pour ça qu'on idéalise la courbe pushover donc, en droite pour pouvoir tirer ces caractéristiques, pour qu'on puisse les utiliser ici. Donc, c'est simple. Donc, ça, c'est des valeurs que j'utilise ici. Donc, que ce soit le VY ou bien le XTY, pour que je puisse faire la transformation Q étoile, X étoile. Voilà, donc avec cette transformation, donc maintenant, c'est un système à un seul degré de liberté. Je peux tirer les caractéristiques qui m'intéressent pour la résolution d'une équation à un seul degré de liberté de façon élastique. Je peux tirer, par exemple, donc soit la rigidité, donc qui est la courbe ici, soit donc, ce qu'on appelle la période propre élastique équivalente, donc du système à un seul degré de liberté à partir de ce graphe. D'accord? Donc maintenant, comment résoudre cette équation? Vous avez plusieurs méthodes.
Et c'est là où il y a beaucoup de travail. Donc, c'est la résolution de cette équation du premier degré qui va donner naissance aux différentes méthodes existantes des méthodes statiques non linéaires équivalentes qui sont utilisées dans les règlements et qui sont basées sur la méthode pushover. Donc, vous voyez qu'on commence par pushover et lorsqu'on vient au système un seul degré de liberté, on va essayer de supposer une des méthodes de résolution et à partir de cette supposition, donc, vous aurez une des méthodes définies dans la littérature. D'accord? Donc maintenant, je peux utiliser le calcul, le calcul de l'équation inélastique, par exemple, en passant par une analyse spectrale avec un spectre inélastique, par exemple. D'accord? Je peux le faire. Donc, j'utilise une méthode spectrale, comme on l'a vu, avec un spectre inélastique. Vous savez qu'un spectre inélastique s'obtient en général à partir du spectre élastique par le biais d'une translation, par le biais du coefficient de réduction R nu, donc, qui est utilisé pour passer d'un spectre élastique à un spectre inélastique. Donc, vous aurez la démonstration ici, c'est très simple, pour passer du spectre. Lorsque vous avez un spectre inélastique, donc, vous pouvez rentrer avec votre période que vous avez calculée, la période que vous avez calculée, et vous obtenez votre déplacement maximal dû au spectre inélastique. Donc, c'est comme si vous avez fait une analyse spectrale inélastique pour retrouver votre déplacement maximal du système à un seul degré de liberté. Maintenant, cette méthode pushover donc, repose sur deux choses, le déplacement maximal que je cherche et surtout sur le choix de la forme du changement latéral. Je répète, je suis en train de transformer mon problème à plusieurs degrés de liberté soumis à une excitation du support, à un problème donc statique où j'ai choisi donc cette force latérale de façon approchée de telle façon que j'arrive donc à un système à un seul degré de liberté avec des caractéristiques. Donc, K inélastique et TE donc équivalent. D'accord, c'est ça l'idée. Donc, maintenant, le déplacement maximal, c'est très important. Le déplacement maximal, c'est le déplacement, je répète, en général du sommet de votre structure. D'accord? Il est déterminé par, si vous voulez, en passant par la résolution de votre système à un seul degré de liberté inélastique. D'accord? Donc, le déplacement maximal, il revient donc au système à un seul degré de liberté qui sera égal de cette façon-là, donc avec l'expression qu'on a développée en 19.3. Ce déplacement, bien sûr, comme j'ai dit, est contrôlé par un seul mode. Les autres modes sont négligés. Donc, par expérience, pour les structures en portique et voile, ceci est bon pour des périodes inférieures à 2 secondes, mais dès que ça dépasse, donc ça devient un peu moins précis, donc, et la méthode ne peut pas être utilisée pour les longues périodes. Donc, bien sûr, j'aurai besoin de calculer le facteur de réduction RMU pour calculer ce déplacement inélastique. Et enfin, donc, une fois le facteur connu, donc le déplacement du système à un seul degré peut être calculé soit directement à partir d'une analyse temporelle, soit indirectement à partir d'un spectre de réponse élastique. Et on va voir, donc, il y a beaucoup de méthodes qui sont utilisées pour calculer ce déplacement inélastique d'un système à un seul degré de liberté. Deuxième critère, donc, il faut faire très attention, c'est le changement latéral. Donc, là, le bon choix de ce changement latéral vous permet d'avoir une grande précision dans les résultats obtenus parce que c'est ce changement latéral qui va vous permettre de passer de l'effet dynamique à l'effet statique équivalent. Ce changement latéral, donc, en général, c'est une, si vous voulez, soit, comme j'ai dit, c'est le premier mode ou bien le mode dominant, si vous voulez, on va prendre sa forme, d'accord, et on va essayer donc de l'utiliser pour pousser notre structure en général. Mais comme il y a toujours un effet des autres modes, donc qu'est-ce qu'il est recommandé? On recommande en général d'utiliser au moins deux distributions de force latérale. Une distribution uniforme, donc à chaque niveau, la force est proportionnelle à la masse de chaque niveau, donc uniforme, vous prenez une valeur constante, d'accord? Ou si vous voulez, la force est proportionnelle à la masse du niveau. Et deuxièmement, donc, l'une des trois propositions, d'accord? Soit que je vais prendre le premier mode, ou bien le mode fondamental, et je vais le multiplier par la masse, et je dis que
ça sera donc le chargement S latéral. Soit donc je vais encore utiliser la hauteur et déterminer donc une forme triangulaire de ce type avec, la hauteur maintenant, soit que je prends donc une distribution proportionnelle aux forces d'inertie des étages et compatible avec c'est comme si je vais utiliser tous les autres modes en considérant que les modes donc peuvent avoir donc 90% de la masse totale. Donc c'est l'une des trois propositions. Avec la première proposition uniforme, c'est recommandé dans les règlements donc, actuels. Donc, alors, maintenant, bien sûr, ce qui m'intéresse, c'est calculer le déplacement maximum d'un système à un seul degré de liberté et revenir avec ce déplacement maximal ici pour pouvoir déterminer ce point-là qu'on appelle le point de performance. D'accord? Donc, je répète, je vais faire une courbe push-over, je vais la transformer en bilinéaire, je vais la transformer en système à un seul degré de liberté, calculer la valeur maximale du déplacement du système à un seul degré de liberté, revenir au déplacement au sommet équivalent au déplacement si vous voulez, du système à un seul degré de gravité et avec ce déplacement donc, de la structure, parce que je dois revenir au déplacement du système à plusieurs degrés de liberté. Je le rentre dans la push-over et je calcule donc ce point de performance qui va me donner l'effort ici. Et avec l'effort, donc, je peux calculer, si vous voulez, les moments de renversement et ainsi de suite. C'est ça l'idée donc de cette méthode push-over ou bien de cette méthode statique non linéaire équivalente. Donc, bien sûr, la pushover, c'est simple. Maintenant, ce qui reste, c'est calculer le déplacement maximal qui va m'intéresser. Pardon. Donc, c'est ça, c'est à peu près ça. Donc, si vous voulez le résumé de cette méthode-là, donc je parle de la structure, je vais statiquement la charger et je vais calculer une courbe pushover. Maintenant, les logiciels, donc que ce soit SAP ou bien autre chose, vous permet de donner votre courbe pushover directement. Donc, c'est simple. Vous faites rentrer les chargements de façon monotonique et il vous donne la courbe directement donc, sur SAP 2000. D'accord. Donc, cette courbe, elle va être idéalisée, donc une, deux ou trois droits, ce que vous voulez, et je vais donc la transformer en un seul degré de liberté, d'accord, F1 D1, pour un système à un seul degré de liberté. D'accord. Là, je dois calculer donc le déplacement ici maximal, d'accord, de ce système à un seul degré de liberté. Une fois que je calcule ce déplacement maximal, je vais le transformer parce qu'il y a une relation entre le déplacement du système à un seul degré de liberté et de xt. Je vais le transformer en xt équivalent. Je l'appelle xt inélastique, d'accord? Et avec ce xt inélastique, je reviens à la courbe pushover et je vais donc déterminer ce qu'on appelle le point de performance de ma structure. C'est ça ce qui m'intéresse donc dans cette procédure. D'accord? Donc ça, c'est comment déterminer, si vous voulez, comment faire une résolution inélastique et déterminer le graphe en F1 et en D1 parce que je suis obligé de le transformer du système à plusieurs degrés de liberté à un système à un seul degré de liberté. Alors, pour calculer, j'ai dit ça. Donc, j'ai différentes procédures. Donc, elles sont résumées ici et on va les voir chacune dans un chapitre. Je peux utiliser ce qu'on appelle la méthode du spectre de capacité, la méthode, ou bien dans sa version initiale ou bien sa version améliorée. Il y a le deuxième type, c'est la méthode du coefficient de déplacement dans sa version initiale et dans sa version améliorée. Et puis, on va vers les autres méthodes. Donc, ça, c'est uniquement pour calculer ce XT inélastique, si vous voulez qui m'intéresse pour déterminer la performance de ma structure. Donc, pushover dans SAP 2000, comme j'ai dit, je ne vais pas tarder sur ça, mais on aura l'occasion de faire une application complète à partir de SAP 2000. Donc, elle est déjà prête. Donc là, c'est quelques étapes. Il faut créer le modèle, donc création de modèle. En général, création de modèle en SAP 2000, c'est quoi? C'est define et assign définir et assigner et appliquer. Donc, c'est ça, en général, pour définir une structure ou un modèle. D'accord? Que ce soit le type de matériaux, que ce soit les propriétés des sections, que ce soit les conditions limites. Donc, tout simplement, define et c'est define en général et assign en général. D'accord? Définir et appliquer. Deuxièmement, il faut choisir donc les rotures plastiques et
Et où est-ce qu'elles peuvent se produire? Est-ce que c'est dans les poteaux? Est-ce que c'est dans les poutres? Est-ce qu'en même temps dans les points et poteaux et poutres en même temps, etc. Donc là, vous devriez donc les définir. La même chose, donc le SAT 2000 vous permet de définir ça, si vous voulez, par des conditions. Il faut faire attention, donc, dans la théorie, il y a deux types d'approches pour faire une plasticité, donc soit une plasticité distribuée, soit une plasticité donc concentrée ou bien concentrée au niveau donc des extrémités de l'élément poutre ou poteau. D'accord? Mais entre les deux, les résultats ne sont pas vraiment très différents. C'est pour ça que en général, on applique ce type d'approche dans nos structures, donc poutre-poteau. Donc, pour définir une rotule plastique, vous allez donc, si vous voulez, aux propriétés donc, de votre nœud, si vous voulez, et introduire donc manuellement les rotules plastiques. D'accord? Donc, faire attention que, en général, on ne définit pas exactement dans le nœud, mais le logiciel vous permet de définir juste après le nœud. Donc, en général, on utilise 0,1 de 0,1 et 0,9. Ce sont des valeurs donc relatives par rapport à les nœuds. Donc, là, pour suivre un petit peu, est-ce que la rotule plastique se produit dans le poteau ou bien dans la poutre, c'est très important. On aura l'occasion de faire tout ça en détail. Bien sûr, il y a trois types de rotules plastiques. Il y a ce qu'on appelle les rotules flexionnelles, les rotules de cisaillement et les rotules axiales. Donc, en bleu, ces rotules axiales sont beaucoup plus nécessaires si vous voulez donc modéliser la maçonnerie qui existe à l'intérieur donc, de ce cadran. Donc, ça, c'est. Maintenant, une rotule va avoir donc un comportement. Si je suis en rotule flexionnelle, donc je peux représenter au niveau de la rotule la variation du moment par rapport à la rotation θ. D'accord? Et puis, ça me donne un graphe de ce type, donc, que je peux l'interpréter de façon correcte lorsque j'ai une classification quelque part, donc, dans la poutre ou bien dans le poteau. Donc, cette courbe-là, qu'on appelle la courbe moment rotation, donc, si vous prenez cette partie, ça, c'est la partie, si vous voulez, la partie baissée, c'est la partie où il y a une ductilité, si vous voulez, baissée, c'est une ductilité de votre structure. Et c'est là où ça joue un petit peu le gain en conception, c'est d'aller un peu plus loin dans cette partie-là. D'accord? Donc, le B, c'est le début de la classification. Le C, c'est la capacité ultime pour l'analyse push-over. Entre B et C, donc, on trouve les différentes étapes. IO, donc, c'est immediate occupancy. Là, donc, je suis toujours en état donc safe, si vous voulez. Après, donc, life safety, donc ça commence à avoir un peu d'endommagements qui ne seront pas réparables. Et puis, donc, il faut que je m'arrête à CP parce que là, c'est collapse prevention. Comme son nom l'indique, il va me prévenir de l'effondrement. Donc, bien sûr, dans mon conception, on va plus loin, on va vers le CP, donc, si vous voulez, parce que je dois gagner, comme j'ai dit, tout ça en conception. Bien sûr, quand on arrive à C, c'est trop tard. Donc, c'est déjà donc la ruine et je commence donc à avoir des problèmes donc de non-retour, si vous voulez. Donc, ça, c'est la lecture du rotule plastique. Donc, toujours dans SAP, donc, je vais encore, une fois que je définis les rotules plastiques, je définis donc le chargement, si vous voulez, horizontal qui va être appliqué latéralement à la structure. Donc là, vous connaissez comment le faire. Donc, bien sûr, pour entamer la non-linéarité, on préfère commencer en général par le chargement permanent, donc le dead load, mais en le faisant donc dans un cas de chargement donc statique non linéaire. Et là, donc, on fait une analyse statique non linéaire uniquement par le changement permanent pour qu'on puisse entamer la partie inélastique. Une fois que j'entame, donc, je reviens et j'applique mon changement horizontal. Il va continuer le changement horizontal, il va continuer l'inélasticité et la non-linéarité à partir du changement poids propre ou bien du changement permanent que j'ai déjà entamé. Donc, je peux le faire suivant la direction X et suivant la direction Y séparément. Comme ça, donc, je peux traiter le cas tridimensionnel donc, en prenant à chaque fois donc, un plan, que ce soit X ou Y. D'accord. Le chargement, comme j'ai dit, il peut prendre plusieurs formes. Donc, c'est un chargement constant, c'est un chargement uniforme, si vous voulez, ou bien c'est un chargement qui utilise un mode
quelconque, ou bien surtout sur le mode dominant. Donc ça, c'est pour choisir le changement. Voilà donc quelques photos. Donc, vous voyez, donc, vous arrivez ici, vous avez donc ce que j'appelle donc ici, donc, comme j'ai dit, vous continuez l'effet. Donc, ça, c'est non linéaire, donc c'est statique. Il faut faire attention, c'est statique non linéaire. Donc, suivant push X ou bien suivant push Y, et vous donnez donc la direction donc, du chargement. Vous choisissez le type de chargement, c'est là où vous avez les trois types, soit uniforme, soit en fonction des inerties, soit en fonction le troisième type, donc c'est le mode dominant, d'accord? Et puis, donc, si vous voulez faire intervenir l'effet P delta, donc, OK. Donc, sinon, si ce n'est pas intéressant, important, donc, vous ne faites pas intervenir l'effet P delta. D'accord? Donc, si vous appuyez sur ça, vous aurez deux autres fenêtres. On aura, comme j'ai dit, l'occasion de faire un exemple complet en SAP 2000 sur la méthode Bouchot. Voilà, donc je pense que j'ai terminé cette méthode-là, la méthode pushover. Je répète, l'idée, c'est de transformer un système à plusieurs degrés de liberté en un système à un seul degré de liberté inélastique, en passant par une courbe pushover qu'on va obtenir à partir d'un changement latéral statique bien choisi et tracer le graphe vers l'effort tranchant à la base avec le déplacement au sommet de la structure. Une fois que j'ai mon système à un seul degré de liberté inélastique, je calcule son déplacement maximum par l'une des méthodes qui peuvent exister. Et en calculant ce déplacement maximum du système à un seul degré de liberté, je le transforme en déplacement du système à plusieurs degrés de liberté équivalents, donc ce que j'ai appelé XT inélastique. Et avec ce déplacement, donc, je rentre dans ma courbe push-over pour obtenir les efforts que je cherche ou bien les moments de renforcement et ainsi de suite. Voilà, donc je vous remercie. Je vous retrouverai dans le prochain chapitre. À partir de maintenant, de cette analyse push-over, tous les chapitres qu'on va voir, c'est des chapitres qui sont beaucoup plus liés. Comment calculer ce déplacement inélastique des systèmes à un seul degré de liberté par les différentes méthodes qui ont été proposées par les différents auteurs. Voilà, donc je vous remercie et je vous retrouverai dans le prochain chapitre, une des méthodes de calcul du déplacement inélastique maximum.